Oui, c'est très beau, Versailles, mais c'est peut-être un peu trop beau. 15h, 16h sur Europe 1. Historiquement vôtre. A successor to the kings and queens of history. Voici le fracas des chars allemands qui remontent vers la Normandie. Ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides. Stéphane Bern. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h et pendant une heure. Je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi, parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée ou des événements et que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, je vous raconte une reine célèbre, oui, mais peut-être la plus célèbre inconnue de l'histoire de France, ou la véritable histoire de Marie-Antoinette, l'Autrichienne à Versailles. Qui était Marie-Antoinette derrière les clichés ? Quel rôle politique a-t-elle joué sous le règne de Louis XVI ? Comment sa légende s'est-elle construite ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit. Stéphane Bern. Au printemps 1770, la vie d'une jeune fille de 13 ans bascule. Elle s'appelle Maria Antonia von Habsburg-Lothringen, que vous la connaissez mieux sous le nom de Marie-Antoinette. Sur l'échiquier diplomatique, elle est un pion que sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, déplace à Versailles pour sceller la réconciliation entre les deux nations. Marie-Antoinette rejoint la France pour épouser le petit-fils du roi Louis XV, le futur Louis XVI. Imaginez l'émotion de cette adolescente qui vient de quitter sa famille adorée pour rejoindre un fiancé qui lui a été imposé. De cette Autrichienne qui vient de dire adieu au pays qu'il a vu grandir pour une nation qu'elle connaît mal et qui est peu disposée à accueillir une étrangère. Le 16 mai 1770, un violent coup de tonnerre retentit au moment où la dauphine entre dans la cour de marbre à Versailles. Présage de malheur, s'écrie le vieux maréchal de Richelieu. Dans les grands appartements, des milliers de courtisans se sont amassés pour scruter la future souveraine. Les regards sont braqués sur elle. Cette princesse, d'une taille grande pour son âge, est maigre sans être décharnée, et telle qu'une jeune personne non encore formée, écrit un témoin, avant de poursuivre. Déjà, la majesté réside sur son front, la forme de son visage est d'un bel ovale, mais un peu allongé. Elle a les sourcils aussi bien fournis qu'une blonde peut les avoir. Les yeux sont bleus, sans être fades, et jouent avec une vivacité pleine d'esprit. Son nez est aquilin, un peu effilé du bout. Madame la Dauphine a la bouche petite, quoiqu'ayant les lèvres épaisses, surtout l'inférieure, qu'on sait être la lèvre autrichienne. L'éclat de son teint est éblouissant, elle a des couleurs naturelles qui pourraient la dispenser de recourir au rouge. Une fois le physique passé au crible, toutes sortes de commérages fusent à l'encontre de celle qu'on surnomme l'Autrichienne. Tous ces faux pas y sont pointés du doigt, et il y en a, car à Vienne l'étiquette est bien plus souple qu'à Versailles. Difficile de s'affirmer dans ce contexte, mais Marie-Antoinette va y parvenir, s'émancipant de toute tutelle et cultivant son propre style. Rêvant d'aventure, elle va mettre en avant sa vie privée sans réaliser que sa farouche volonté de liberté met à mal son image. Et quand on est reine de France, il n'y a rien de plus important que l'image. Comme l'écrit l'historien Charles-Éloi Vial, qui est avec nous cet après-midi, Marie-Antoinette ne fut jamais capable de jouer autre chose que son propre rôle, pour son plus grand malheur, vous allez voir. Le 2 novembre 1755, au palais de la Hofburg à Vienne, l'archiduchesse d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême, est sur le point d'accoucher. Marie-Thérèse est habituée aux douleurs de l'enfantement. C'est la 15e fois qu'elle se prête à l'exercice. Son époux, François Ier de Lorraine, empereur du Saint-Empire romain germanique, est ravi d'étoffer un peu plus sa descendance. De naissance, la petite Maria Antonia est archiduchesse. C'est le titre donné aux princesses de la maison d'Autriche. Confiée aux gouvernantes de la famille impériale, elle grandit dans les somptueux palais de la Hofburg et de Schönbrunn. Dans le salon des glaces de Schönbrunn, futur lieu de prédilection de l'impératrice Élisabeth, dite Sissi, Marie-Antoinette rencontre le 14 octobre 1762 un petit prodige de la musique. Son nom, Wolfgang Amadeus Mozart. L'enfant de 5 ans semble déjà subjugué par la beauté de la princesse. « Plus tard, je vous épouserai », affirme-t-il sans vergogne. S'il ne tient pas promesse, Mozart aura quand même réveillé chez Marie-Antoinette sa plus grande passion, celle de la musique. Vive d'esprit, la petite princesse est aussi espiègle et étourdie. Enfant gâtée par la vie, elle grandit dans un cadre familial aimant et s'oppose
à toute contrainte. Son attention est volatile. Résultat, à 10 ans, elle a du mal à lire et écrire en allemand, parle peu et difficilement le français et très peu l'italien. Son précepteur, l'abbé de Vermont, tente de la mettre à la lecture, mais rien n'y fait. Marie-Antoinette ne veut apprendre qu'en s'amusant. Et elle le fait aux dépens de sa gouvernante, la comtesse von Brandis, qui ne parvient jamais à la discipliner et se laisse souvent prendre dans ses jeux. Mais l'heure n'est bientôt plus à la fête, car la jeune fille va se retrouver malgré elle dans un jeu plus contraignant, celui de la diplomatie et des alliances européennes. En 1763, après des siècles de conflits, la fin de la guerre de 7 ans entraîne un renversement des alliances. Pour contrer les ambitions de la Prusse et de la Grande-Bretagne, les maisons d'Autriche et de France vont sceller une alliance. Rien de mieux qu'un mariage pour acter une réconciliation. Ce sera le mariage de Marie-Antoinette avec le dauphin Louis-Auguste, petit-fils de Louis XV. Le duc de Choiseul, secrétaire d'État aux Affaires étrangères en France, est l'un des principaux artisans de cette union. Le 21 avril 1770, Marie-Antoinette a 14 ans quand elle quitte l'Autriche pour rejoindre la France. Le mariage a donc lieu le 16 mai suivant. La bénédiction nuptiale est donnée par l'archevêque de Reims dans la chapelle du château de Versailles. Des prouesses pyrotechniques au buffet gargantuesque, les festivités se poursuivent sur plusieurs jours. Mais derrière le faste, la réalité est moins joyeuse. Marie-Antoinette est moquée par tous. Son pays natal lui manque déjà. Au milieu de l'été 1770, elle écrit à sa mère avoir, je la cite, « les larmes aux yeux de regret d'être séparée d'une aussi tendre et bonne mère, et quoique je suis très bien ici, je souhaiterais pourtant ardemment de revenir voir ma chère et très chère famille, au moins pour un instant. » Il faut dire que ces nouvelles obligations ont de quoi faire peur. Dans l'appartement de la reine, Marie-Antoinette se soumet aux contraintes de sa fonction. Lever, toilette, audience, repas, tout se fait en public. La dauphine se lève vers 8 heures. 1 heure plus tard, elle déguste 1 ou 2 tasses de chocolat ou de café. Je rappelle qu'elle adore ça. Elle est même venue de Vienne avec son propre maître chocolatier, Sulpice de Beauve. Parfois, son mari vient partager une tasse avec elle, mais il trouve qu'elle a un caractère trop formé et trop décidé pour son âge, et de l'autre encore bien de l'enfant. Régulièrement, les domestiques inspectent les draps. L'union entre Marie-Antoinette et le dauphin Louis n'a toujours pas été consommée, du moins pas comme il faut. Inquiet de cette situation, Louis XV va jusqu'à envisager une autre épouse pour son petit-fils. Il envoie même quelqu'un examiner une autre des filles de l'impératrice Marie-Thérèse, l'archiduchesse Marie-Élisabeth. Malheureusement, la demoiselle ne fera pas l'affaire. Son visage est trop abîmé par la petite vérole. La dauphine reste donc à sa place. Une place qui suscite à la fois haine et convoitise. Une place qui constitue aussi sa meilleure protection. Sans son rang, Marie-Antoinette n'est plus qu'une étrangère que tout le monde déteste. Tous les jours, elle est toisée, vilipendée, moquée. Les domestiques sont bien les seuls à lui témoigner leur sympathie. Mais ses adversaires sont les plus nombreux. On les trouve parmi ceux qui en veulent à l'Autriche, les opposants à Choiseul et à l'Alliance de 1756, mais aussi au sein même de la famille royale. Les filles du roi Louis XV, mesdames Adélaïde, c'est d'ailleurs à elle que Marie-Antoinette doit son surnom de l'Autrichienne, madame Victoire, madame Sophie, sont jalouses de la dauphine et la voient comme une rivale. Elles veulent s'approprier une partie de ses devoirs de représentation et l'encouragent à ne pas tenir à la cour. Elle l'incite à organiser des soirées-jeux. Le comte de Mercy-Argenteau déplore, je cite, « la dépendance trop marquée de la dauphine à l'égard de mesdames et l'abus manifeste que ces dernières en font. » Mesdames, en effet, comme on les appelle alors, parviennent même à transmettre à Marie-Antoinette leur aversion pour la maîtresse du roi Louis XV, la comtesse du Barry. En juillet 1770, la dauphine décrit la favorite comme, je cite, « la plus sotte et impertinente créature qui soit imaginable », et refuse de lui adresser la parole. L'affaire de cour pourrait bien devenir une affaire d'État. Marie-Antoinette risque de se brouiller avec le roi, et sa mère, Marie-Thérèse d'Autriche, est en train de se partager la Pologne avec la Prusse et la Russie. Alors le moment est mal choisi pour tendre les relations diplomatiques. Elle intervient et demande à sa fille de parler à la favorite du roi de France. Marie-Antoinette se soumet. Le jour de l'an 1772, on l'entend dire à la du Barry, dans la galerie des glaces de Versailles, « Il y a bien du monde ce soir à Versailles. » Cette année-là, Marie-Antoinette prend possession de l'appartement d'habitation du premier étage. Pour reprendre l'expression de Saint-Simon à Versailles,
Il y a la scène et les coulisses. Par une porte dérobée, la dauphine peut accéder au cabinet privé. C'est un véritable dédale de petites pièces, un labyrinthe insoupçonné, un monde inconnu que seuls quelques favoris et ses musiciens ont le privilège de pénétrer. Au fil des ans, la dauphine se fait des amis, parmi lesquels la princesse de Lamballe, dont on parlait ici même il y a quelques semaines, et la duchesse de Polignac. Elle crée une petite cour avec laquelle elle s'adonne aux jeux de société ou fait des promenades dans le parc de Versailles. Ses activités préférées sont peut-être le chant et la musique. Dès le mois d'octobre 1771, Marie-Antoinette prend des cours auprès d'un harpiste appartenant à la musique de la chambre du roi Pierre Lagarde. Elle les prend le matin juste après son lever, pressée de faire vibrer les cordes de l'instrument de ses doigts fins. Malgré les plaisirs du carnaval, je suis toujours fidèle à ma chère harpe, confie-t-elle. Et on trouve que j'y fais des progrès. Je chante aussi toutes les semaines au concert de ma sœur Madame. Quoiqu'il y ait fort peu de monde, on s'y amuse fort bien. La dauphine trouve le moyen de s'amuser tout en apprenant. Avec ses amis, elle lit à haute voix, car Marie-Antoinette se met enfin à la lecture. Connaisseuse des belles lettres, de l'histoire et de la géographie, elle devient une princesse éclairée, pour reprendre l'expression du comte de Mercy-Argenteau en 1773. Elle pose des questions pertinentes sur la diplomatie, saisit les enjeux géopolitiques. Celle qui courait dans les couloirs du château en gloussant avec les enfants des domestiques peut désormais aborder des sujets plus sérieux. Cet investissement montre qu'elle cherche à remplir son rôle. Mais bien qu'elle tente de s'impliquer dans la vie publique, Marie-Antoinette préfère s'éclipser incognito dans la capitale pour assister au grand bal. Elle s'y rend parfois avec son mari, plus souvent, il faut bien le dire, avec les comtes de Provence et d'Artois. Plus tard, le prince de Ligne écrira au sujet de ses sorties « De là 1000 histoires et 1000 amants anglais, russes, suédois, polonais. Je n'aimais pas qu'elle y allât. D'abord à cause de cela, et puis à cause du lendemain. Elle n'était jamais ennuyeuse qu'alors, car elle avait tant de choses à raconter des masques et de ce qu'elle avait dit que cela m'était insupportable. » En mai 1774, la mort de Louis XV interrompt les fêtes. Son petit-fils Louis XVI prend le pouvoir et la dauphine devient reine. Elle reçoit bientôt en cadeau du roi le domaine du Petit Trianon, un endroit parfait pour exprimer ses rêves d'indépendance. Une fois la période de deuil passée, l'heure est de nouveau à la fête. Les spectacles reprennent dans le salon d'Hercule du château de Versailles. Lors des bals du lundi, chez la comtesse de Noailles, on s'encanaille en dansant le quadrille. Marie-Antoinette continue de se rendre discrètement à Paris. Les sorties protocolaires sont plus rares. Louis XVI pense que le goût de son épouse pour la fête peut lui servir à marquer les esprits en donnant à voir une monarchie joyeuse et florissante. Marie-Antoinette aurait assurément été beaucoup moins heureuse sous Louis XIV, bien moins permissif avec son épouse, rappelle notre invité, Charles-Éloi Vial, dans sa nouvelle biographie de la reine. Le roi ne se rend pas compte que le peuple déchante face à cet étalage indécent de faste et de luxe. En réalité, les graines de la Révolution sont plantées et l'attitude de la reine ne fait que les arroser. En mars 1775, Marie-Antoinette découvre une nouvelle activité qui la distrait follement, les courses de chevaux. Un pavillon est construit spécialement pour elle dans la plaine des Sablons. La vitesse à laquelle chevauchent les équidés la ravit. La reine aime les excès. Quelques mois plus tard, le 16 février 1776, un bal est donné au Palais Royal par la duchesse de Chartres. Tous les regards sont braqués vers la reine qui fait son entrée. Vers elle, ou plutôt au-dessus d'elle. Oui, sa coiffure est si haute qu'elle vient presque chatouiller le plafond. Le responsable de ces extravagances capillaires, ces illustres poufs, sont l'œuvre du coiffeur Léonard. Mais c'est elle qui les choisit. C'est aussi Marie-Antoinette qui dicte ses tenues à Rose Bertin, celle que le peuple surnomme avec mépris la ministre des modes. Certaines de ces robes nécessitent jusqu'à 15 mètres de tissu. À cette époque, les magazines de mode se multiplient. La reine de France est l'exemple à suivre en la matière. Elle influence Versailles, mais aussi toutes les cours européennes. Toute sa vie, Marie-Antoinette oscille entre deux attitudes. La volonté de préserver son intimité, vivant heureux, vivant caché, et celle d'affirmer son style et de l'exposer. Quoi qu'elle choisisse, les critiques sont là, à l'attendre au tournant, à guetter le moindre de ses faux pas. Il faut dire que le peuple a faim et que leur reine joue les fashionistas. Sous Marie-Antoinette, le budget des toilettes de la reine est multiplié par 3. Elle écope en conséquence d'un nouveau surnom,
l'Autrichienne devient Madame Déficit. Le roi, pendant ce temps-là, semble en retrait. Louis XVI passe tout son temps à la chasse ou à lire dans son cabinet. Il y a une anecdote assez marquante qui se déroule au début de l'année 1777. Un jour, au petit matin, vers 8 heures, la souveraine rentre du bal de l'Opéra. Dans la cour du château de Versailles, elle croise un jeune homme en redingote avec un bâton à la main qui l'interpelle. C'est le roi qui est en train de prendre l'air. Ces deux-là n'ont décidément pas le même rythme. J'avoue, tous ces plaisirs bruyants où le roi ne se trouve pas ne sont pas convenables, confie Marie-Thérèse à sa fille. Vous me direz, il les sait, il les approuve, je vous dirai qu'il est bon et pour cela, vous devez de vous-même être plus circonspecte et lier vos abusements ensemble. C'est chose faite après la visite de son frère Joseph II, qui lui remonte aussi les bretelles. Marie-Antoinette donne enfin un premier enfant à son royal époux le 19 décembre 1778. Elle remplit ainsi l'une de ses principales obligations en tant que reine. Pour le reste, elle rejette de plus en plus l'étiquette. À l'abri des regards, elle prend l'habitude de déguster son repas seule dans ses appartements privés. C'est là aussi qu'elle pratique de plus en plus les jeux de cartes. Tric-trac, piquet, reversi, biribi, loto dauphin, bingo, lance-quenet ou encore pharaon. Des jeux où elle mise gros. Oh, pas juste quelques louis, non. En 1778, elle perd près de 180 000 livres. Oui, vous ai-je dit que le peuple avait faim ? Étrangère à la misère de son peuple, Marie-Antoinette joue jusque tard dans la nuit. Le 30 octobre 1776, elle ne s'arrête qu'à 5 heures du matin pour mieux reprendre le lendemain, où elle joue jusqu'à 3 heures du matin. Jour de la Toussaint. Les courtisans jasent. La comtesse de la Marque écrit « La reine va sans cesse à Paris, à l'opéra, à la comédie. Elle fait des dettes, s'affuble de plumes et de pompons et se moque de tout. » L'année 1783 est une année heureuse grâce aux fêtes de Trianon et aux visites clandestines du comte de Fersen, avec qui la reine entretient une relation amoureuse. Adultère ? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, les deux amants se retrouvent dans le parc de Trianon ou les appartements privés de la reine à Versailles. Mais le bonheur est de courte durée. Au même moment, l'un de ses portraits peints par Élisabeth Vigée-Lebrun crée le scandale au Salon du Louvre. Les critiques et les visiteurs l'ont même rebaptisé « La France sous les traits de l'Autriche réduite à se couvrir d'une panne ». Marie-Antoinette pose en chemise transparente. Ce n'est pas assez. L'année suivante éclate l'affaire du collier qui achève de ternir sa réputation. Cette fois, c'en est trop. Avec l'essor soudain et massif de l'imprimé, la calomnie déferle. Marie-Antoinette finit par incarner ce que la monarchie peut offrir de pire, écrit Charles-Éloi Vial. Une égoïste se dérobant à ses devoirs de représentation, frivole et immorale, conspirant en faveur de l'étranger, gaspillant les deniers publics pour vivre dans un monde factice et satisfaire les caprices d'une détestable coterie. Le 6 octobre 1789, la reine rejoint ses appartements privés, mais cette fois, c'est pour échapper à la colère des révolutionnaires qui envahissent Versailles. Marie-Antoinette quitte le château, celui qu'elle rejoignait 20 ans plus tôt, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant mal préparée au rôle qui l'attendait. Elle n'y remettra plus jamais les pieds. Aidée du comte de Fersen, la famille royale fuit à l'est dans l'espoir de retrouver des troupes dévouées à la monarchie. La tentative se solde par un piteux échec à Varennes en juin 1791. L'Autrichienne compte sur le soutien des puissances européennes. Pour les révolutionnaires, c'est la trahison de trop. Ils prennent les Tuileries le 10 août 1792 et enferment la famille royale au Temple. Après l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1793, Marie-Antoinette est transférée à la conciergerie sur l'île de la Cité. Sous haute surveillance, elle doit subir jour et nuit la compagnie de 2 gendarmes dans sa cellule. À l'humiliation terrible de cette absence d'intimité, pour celle qui en a toujours rêvé, s'ajoute la souffrance physique causée par un cancer de l'utérus. En octobre 1793, la reine déchue comparaît devant le tribunal révolutionnaire. Elle se présente avec courage et dignité. Les chefs d'accusation sont lourds. Elle aurait dilapidé les fortunes de la France et entretenu des relations avec les ennemis de la République. Quelle disgrâce quand on l'accuse avec calomnie d'inceste envers son propre fils. Le verdict tombe sans surprise. L'Autrichienne est condamnée à mort. On lui coupe les cheveux, devenus blancs sous le coup de l'émotion. Elle n'a que 37 ans. On lui attache les mains dans le dos et on l'amène comme tenue en laisse vers l'échafaud, sur l'actuelle place de la Concorde,
Le couperet tombe le 16 octobre 1793. Ainsi périt la dernière reine de France, délivrée enfin d'un si tragique destin. Europe 1, historiquement vôtre. Charles-Éloi Vial, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. En guise de scène d'introduction de son film Napoléon, sorti en novembre dernier, le réalisateur britannique Ridley Scott choisissait de représenter l'exécution de la reine de France, Marie-Antoinette, ce 16 octobre 1793. Qu'est-ce que ce choix raconte de la popularité, en quelque sorte, de ce personnage à l'échelle mondiale ? Alors, j'étais surpris de voir l'exécution de Marie-Antoinette, puisque Bonaparte n'y était pas. Tout le monde le sait, mais pour un public... À part Ridley Scott peut-être, mais pour un public international, il faut bien voir qu'on ne connaît pas grand-chose des événements de la Révolution. Louis XVI n'est peut-être pas très connu. Le 10 août 1792, pour un spectateur chinois ou américain, ça ne dit pas grand-chose. Marie-Antoinette, la mort de Marie-Antoinette, ça résume la Révolution. Donc si l'on veut montrer l'ascension d'un général qui part de rien, qui est perdu au milieu d'une foule révolutionnaire et qui va s'élever sur les ruines de la monarchie, c'est finalement le choix le plus logique. C'est pas non plus absurde, puisque Napoléon a sans doute entreaperçu Marie-Antoinette dans sa jeunesse en allant visiter Versailles comme quasiment tout le monde. Il a dû la voir, il la détestait, il en a beaucoup parlé, donc ça n'est pas non plus absurde de faire se confronter ces deux légendes. Charles-Éloi Vial, dans votre biographie Fleuve qui vient de paraître, vous écrivez qu'en 2 siècles, Marie-Antoinette est devenue, je vous cite, un beau mensonge que personne ne conteste. Quel est ce mensonge ? Quels sont les clichés solidement ancrés dans l'imaginaire collectif qui la concerne ? Alors il y a différents filtres qui nous séparent, je pense, de la vraie Marie-Antoinette. Il y a d'une part la légende doloriste de la Restauration. On imagine une reine martyre, confite en dévotion, quasiment une sainte en réalité. Ça, c'est la première image qui perdure encore. Et ensuite, l'image de la reine romantique, celle des frères Goncourt, de l'impératrice Eugénie, donc le XVIIIe siècle, un petit peu frivole. On imagine les fêtes, la douceur de vivre. Marie-Antoinette est étroitement associée à cette vision-là du XVIIIe siècle. Puis au XXe siècle, avec la biographie de Stefan Zweig, que l'on retient surtout, c'est la lutte constante de Marie-Antoinette, sa quête du bonheur individuel. Ça, c'est quelque chose qui nous marque, qui est très contemporain. Mais finalement, comme les figures historiques ont tendance à se simplifier, un petit peu comme des statues que l'on met dans l'eau, dont les traits s'effacent un petit peu, ce qu'il en reste, en définitive, de nos jours, c'est simplement une reine frivole. Une reine qui aimait s'amuser, qui aimait faire la fête, qui aimait danser. Et on perd de plus en plus, au fil du temps, la complexité du personnage. Justement, Marie-Antoinette est l'une des figures françaises les plus étudiées. À travers votre nouvel ouvrage, quelle est votre ambition ? Quelle est la vraie Marie-Antoinette que vous cherchez à connaître ? Alors, mon ambition pour ce livre, c'était de revenir aux sources et de faire confronter différents types de sources que j'avais fait pour mes livres sur Napoléon, avoir à la fois des mémoires de contemporains que l'on regarde de manière un peu critique, des archives, des journaux intimes, des textes non publiés, des caricatures, des objets, donc différents types de sources, les faire se dialoguer entre eux, essayer de voir les contradictions, les points de friction ou au contraire les points où tout le monde est d'accord. Et on arrive à faire ressortir des petits détails, parfois ce sont des petites choses, mais la table, les lectures, les mouvements d'humeur, donc les petits riens du quotidien qui finalement construisent un personnage. Et derrière ça aussi les enjeux qu'on n'avait peut-être pas vus, qui sont plutôt les enjeux politiques, l'intérêt de Marie-Antoinette pour la diplomatie, pour les grandes affaires, et ça permet de remettre un petit peu en perspective sa place au sein de la cour de Versailles et sa place au sein de cette monarchie finissante. Justement, dans cette somme que vous consacrez à Marie-Antoinette, vous revenez sur son véritable rôle politique pendant le règne de Louis XVI. Quel était ce rôle ? Est-ce qu'on l'a longtemps minimisé, même si elle-même le minimisait ? Je crois que dans une lettre, elle dit « Je n'ai aucun pouvoir sur mon mari ». Alors, c'est un rôle qu'on a longtemps sous-estimé, je pense. On estime qu'à la fin de l'Ancien Régime, au moment où Louis XVI est dépassé par les événements, lâche un petit peu prise, Marie-Antoinette le soutient, elle assiste au Conseil des ministres, mais là, on est vraiment vers 1787-88. En réalité, je pense qu'elle a commencé à se mêler des affaires beaucoup plus tôt. On le voit dans certains témoignages inédits que j'ai pu retrouver. Dès le début des années 1780, elle s'intéresse à la diplomatie, comme, on va dire, agent double un petit peu de l'Autriche. Elle cherche à plaider en faveur de l'alliance franco-autrichienne, mais on l'a élevée dans la foi que cette alliance est vraiment le seul espoir de l'Europe, donc c'est finalement assez normal. Mais elle s'intéresse aux affaires, elle essaie d'influencer dans des nominations d'ambassadeurs, des négociations de traités. On le voit par exemple en 1785, donc elle se mêle un peu de tout. Et en définitive, à force de s'agiter, même si
Il n'y a pas énormément de résultats. Son mari est quand même très prudent, mieux formé qu'elle. Mais comme elle s'agite, ça finit par faire un petit peu de bruit. Et en définitive, elle devient petit à petit un personnage incontournable. On le voit par un fait tout simple, c'est que les ministres, de plus en plus, ne viennent plus présenter leur démission au roi, mais à la reine qui les transmet au roi. On peut dire que Louis XVI et Marie-Antoinette formaient avant tout un couple politique. Leur mariage était d'abord arrangé, évidemment, pour faire l'union entre la France et l'Autriche. Mais quelle a été la véritable nature de leur lien? Ils ont fini par s'aimer, ces deux-là. Alors, déjà, ils ne se connaissent pas au moment de leur mariage. Il y a une sorte d'incompréhension mutuelle à cause de la dissemblance des caractères. C'est quelqu'un d'érudit, de timide. Elle est plutôt volubile et plutôt fêtarde, et assez immature aussi au moment de son mariage. Petit à petit, ils vont apprendre à se connaître et ils vont jamais se comprendre, je pense, mais ils vont avoir une forme d'entente commune. Déjà, ils comprennent qu'ils sont dans le même bateau, c'est-à-dire la cour. Donc, ils sont face à des oppositions, à des cabales. On essaie de leur tendre des pièges. On se moque d'eux. Donc, en définitive, il y a une solidarité de fait qui va s'établir entre eux. Donc, ça, c'est extrêmement important. Ça crée une entente, malgré les problèmes, notamment le fait qu'ils n'arrivent pas à concevoir un héritier durant plusieurs années. Ils se rapprochent parce qu'ils sont tous les deux coincés un petit peu dans cette monarchie qui prend l'eau de toutes parts. Et petit à petit, donc, elle va l'épauler, comme je le disais. Elle va s'intéresser aux affaires politiques. Lui va essayer de comprendre, va lui lâcher un petit peu la bride, lui permettre de s'amuser, de sortir de Versailles, puisqu'elle en a besoin. Donc, il y a une forme d'entente, de compréhension. Et il y a leurs enfants. Effectivement, le fait de devenir père, de devenir mère, on sent que c'est essentiel pour eux et ça les rapproche. Et c'est d'autant plus tragique qu'on se rend compte que c'est au moment de la Révolution, au moment où ils vont tout perdre, où ils vont passer tous les deux sur l'échafaud, c'est le moment où ils se rapprochent. Ils ont à cœur de sauver leur monarchie, de sauver leur couronne et de sauver leur famille. C'est à ce moment-là qu'ils se comprennent le plus, au moment où ils vont être séparés. Charles Éloi, Marie-Antoinette a été décrite, et on l'a vu dans le récit, comme frivole, fêtarde, passionnée par la mode, par le jeu, perdant beaucoup d'argent d'ailleurs et faisant beaucoup de dettes. Or, c'est un autre portrait que vous brossez, celui d'une femme casanière, dont finalement la seule véritable passion, c'est la vie de famille. Alors, ça aussi, c'est le côté un petit peu écrasant de la légende qui agit comme un rouleau compresseur. On retient de la vie de Marie-Antoinette ce qui nous fait le plus rêver. Donc, on retient sa jeunesse, ses années d'immaturité. Effectivement, je pense qu'elle a eu, à l'époque où elle est jeune reine, une envie de faire la fête, un besoin de liberté, de s'affranchir de l'étiquette de Versailles. Donc, on l'a vu beaucoup au bal, à l'opéra, en train de danser, apprécier les robes, apprécier les bijoux. Ça correspond au tout début de son règne. Dès le moment où son frère Joseph II vient lui rendre visite, où ensuite elle a des enfants, petit à petit, elle va se ranger. Elle va se ranger et préférer vivre tranquillement à Versailles, au petit Trianon, et on la voit de plus en plus casanière, on le voit dans les documents, on le voit dans les sources, elle cherche à s'isoler, à s'affranchir, à se couper même d'une partie de la cour. Finalement, on retient ces années d'immaturité, alors que c'est juste une période qui est celle de la jeunesse, de l'adolescence, et comme tout le monde, au moment où elle a des enfants, eh bien, elle arrête de sortir. Alors, un mot tout de même, Charles Éloi, sur les amours de Marie-Antoinette avec Axel de Fersen. En 2020, ont été déchiffrées les lettres intimes qui avaient été caviardées et que les deux protagonistes avaient échangées. Que nous révèlent au fond ces lettres? En quoi nous permettent-elles aujourd'hui d'approcher Marie-Antoinette de façon plus réelle? Alors, je n'ai pas participé au projet autour de ces lettres qui étaient mené par mes collègues des Archives nationales, mais ça nous donne une source primaire absolument majeure sur Marie-Antoinette. D'une part, ça nous permet de retrouver ses idées politiques, puisqu'on ne lisait pas vraiment ces lettres, et toute la partie qui n'est pas caviardée, en général, parle de politique. Donc, on voit une reine qui s'intéresse à la contre-révolution, qui envoie des agents à l'étranger, qui soutient, qui développe ses idées politiques, qui s'oppose à la révolution en permanence. Donc, vraiment une sorte de tête pensante du couple qu'elle forme avec Louis XVI. C'est elle qui mène la danse. Et ensuite, on voit ses sentiments. On voit ses sentiments pour Fersen. Donc, on voit de l'amour qui est clairement exprimé. C'est souvent des phrases extrêmement touchantes. Donc, on comprend que Fersen est un soutien moral pour elle. On comprend que c'est grâce à l'aide de Fersen, peut-être, qu'elle a pu s'affranchir de l'influence de certains de ses courtisans. Et en définitive, ça complexifie beaucoup sa figure, puisqu'on imagine peut-être quelqu'un de fêtard et d'assez égoïste. En définitive, on voit qu'elle est capable de sentiments et qu'elle a aimé, qu'elle était capable d'amour. Et ça, je trouve que pour une reine, c'est quelque chose d'extrêmement touchant. On peut tenter de sonder Marie-Antoinette aussi, la Marie-Antoinette plus intime, en tout cas en s'intéressant à ses relations amicales. On parlait ici même il y a quelques semaines de sa relation avec la princesse de Lamballe, Marie-Thérèse de Savoie-Carignan. Elle n'a pas été sa seule véritable amie, si?
Alors, Marie-Thérèse, pour elle, c'est quasiment de la famille, vu elle est mariée à un descendant de Louis XIV. Donc, c'est une cousine en réalité. Donc, c'est une femme à la fidélité remarquable. Elle choisit de revenir en France pendant la Révolution et ça va lui coûter la vie. Tout ça parce qu'elle voulait être aux côtés de Marie-Antoinette dans l'épreuve. Donc, c'est sans doute une amie, mais c'est aussi une parente, quelqu'un de la famille. Autrement, je pense que Marie-Antoinette n'a pas eu vraiment d'amis. Là aussi, Fersen l'a peut-être aidé à prendre un peu de recul, vis-à-vis de son entourage, vis-à-vis notamment du clan Polignac. Les fameux Polignac dont on parle, étaient-ils vraiment des amis? Ils se sont plutôt intéressés à la reine parce qu'ils voulaient des titres, des pensions, des charges. En définitive, ce qu'on voit dans les sources, c'est que Marie-Antoinette s'en éloigne. Elle comprend très vite qu'on essaie de se jouer d'elle, et il y a un refroidissement très net de ses relations avec le clan Polignac qui intervient dès le milieu des années 1780. Donc elle continue à les fréquenter parce qu'elle est terriblement seule, parce que c'est sa fonction qui veut ça. Une reine, c'est quelqu'un qui est coupé du reste de l'humanité. Donc elle a besoin quand même d'un peu de vie sociale, mais elle se méfie d'eux. Marie-Antoinette a reçu dans la vie beaucoup de surnoms. L'Autrichienne, évidemment, il y aura Madame Veto et puis surtout Madame Déficit. On l'a volontiers qualifiée de reine dépensière. Est-ce que les sources auxquelles vous avez accédé confirment ces excès? Alors oui et non. Oui, parce qu'il y a énormément de dépenses à la cour de Versailles, c'est normal, c'est la reine, elle est habituée à vivre dans le luxe. Il faut d'ailleurs qu'elle vive dans le luxe, qu'elle soit la mieux habillée, il faut qu'elle donne le ton. Donc il y a des dépenses qui sont extrêmement conséquentes, mais non, parce que dans le même temps, elle essaie de montrer l'exemple à la fin de l'Ancien Régime, de faire des économies, de retrancher sur les dépenses de sa garde-robe, des bâtiments. Donc il y a une volonté d'économie. Donc elle essaie d'être exemplaire, mais malheureusement, comme elle est constamment contrainte de s'afficher, que tous les regards sont braqués sur elle, forcément, quand on cherche un bouc émissaire, c'est vers la reine qu'on va se tourner. C'est elle qui incarne cette monarchie qui est au bord de la banqueroute, qui est à bout de souffle et qui, semble-t-il, jette l'argent par les fenêtres, alors que le gros de la dette, ce sont plutôt les dépenses militaires que les dépenses liées à la cour. Est-ce qu'elle n'a pas souffert du fait que Louis XVI ait été le seul roi qui n'avait pas de maîtresse? Parce qu'au fond, les maîtresses royales servaient de bouc émissaire. Alors, on a pu le dire, et c'est sans doute assez probable, puisqu'on a accolé à Marie-Antoinette tous les défauts que l'on pouvait accoler à des maîtresses, à des favorites, comme la comtesse du Barry, par exemple. Le fait d'être effectivement une femme lubrique, libertine, dépravée, jetant l'argent par les fenêtres, tenant sous sa coupe, avec des artifices sexuels étranges, son mari. Donc, il y a ce côté un peu de femme vampire, un peu terrifiante. Et Marie-Antoinette retrouve cette image, et il y a une comparaison avec la du Barry qui est assez nette, et elle est assimilée aux favorites. Elle n'est plus vraiment considérée comme une reine, ce qui montre aussi la perte de sacralité du personnage, puisqu'on ne la voit plus que comme une favorite, comme une étrangère, donc comme une traîtresse. Marie-Antoinette a été conduite à l'échafaud le 16 octobre 1793. Quelle a été la réalité de ces derniers jours, ces derniers mots? On dit, on a raconté beaucoup de choses. Là aussi, c'est difficile de faire la part des choses entre la réalité et la légende. De ce qu'on sait des derniers jours de Marie-Antoinette, ça a été plutôt des jours de souffrance, puisque, comme vous l'avez rappelé, elle était malade, probablement mourante, elle avait sans doute un cancer. Donc Elle le savait? Elle se sentait mourir, avec des saignements extrêmement importants. Elle sentait probablement qu'elle n'en avait plus pour très longtemps. Sa santé s'était beaucoup dégradée déjà au temple, à cause du froid, de l'humidité. Donc les derniers jours de Marie-Antoinette, de ce point de vue-là, c'est un véritable cauchemar. Elle a faim, elle a froid, elle est peur, elle a seule. C'est ça aussi qui fait la force de sa légende. C'est ce que dit Madame de Staël. C'est parce qu'elle a été la femme la plus heureuse du monde à Versailles qu'ensuite sa chute nous paraît d'autant plus vertigineuse. Donc elle souffre énormément, et pour ce qu'on sait de sa fin, apparemment elle ne dit rien. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, Louis XVI s'est tourné devant le peuple qui était au pied de l'échafaud et a essayé de faire un discours en clamant son innocence. Marie-Antoinette reste muette. On a presque l'impression définitive qu'elle a hâte de passer sous le couperet de la guillotine, qu'elle en a assez de souffrir, qu'elle a baissé les bras et qu'elle accueille la mort comme une délivrance. De toutes les accusations qui ont été portées contre elle, notamment le fait qu'elle ait trahi, vous en pensez quoi? Est-ce qu'elle a trahi la France, ou est-ce que... Elle a défendu ses idées jusqu'au bout, donc sa vision d'une France qui devait être une monarchie chrétienne absolue, donc une vision finalement très conservatrice. Elle a défendu jusqu'au bout l'alliance franco-autrichienne, qui était presque sa raison de vivre, en définitive, la bonne entente entre son pays natal et son pays d'adoption. Et pour une révolution qui est en train de détruire la monarchie et de déclarer la guerre à l'Europe entière, évidemment, défendre ces idées-là, ça lui vaut de passer sous l'échafaud. Mais son procès
est plutôt le procès de l'Ancien Régime dans sa totalité. On reproche les abus, les dépenses, on reproche les fêtes sans lendemain. Tout ça, en définitive, le procès de Marie-Antoinette est plus que le procès de Marie-Antoinette. Pour terminer, Charles-Éloi Vial, depuis sa mort en 1793, comment l'image de Marie-Antoinette a-t-elle évolué sous la Restauration, l'Empire, la République? Qu'a-t-elle incarné? Comment est-elle représentée? Alors, son image a connu beaucoup d'évolutions. Sous la Restauration, c'est plutôt le remords, le repentir, expier les crimes de la Révolution. Donc, on l'idéalise, on en fait. On fait exhibe une sainte. sa fille, surtout. On exhibe sa fille, effectivement, qui est une sorte d'avatar de la mère. En plus, Marie-Thérèse a constamment la conjonctivite, donc on a l'impression qu'elle a pleuré en permanence. Donc il y a cette figure tragique qui rappelle le sort funeste de Marie-Antoinette durant toute une moitié du 19e siècle. Puis ensuite, son personnage va évoluer et va perdre peut-être en complexité, puisque à l'époque romantique, avec l'impératrice Eugénie, avec les frères Goncourt, on découvre un XVIIIe siècle plus frivole, plus fêtard. On a tendance à essayer d'oublier la Révolution et la terreur. Donc on imagine Marie-Antoinette comme une figure assez solaire en définitive. Puis ensuite, avec Stefan Zweig, ça va être la recherche du bonheur, la recherche du bonheur individuel, la recherche du grand amour même, que l'on va retrouver avec Marie-Antoinette. On va surtout retenir ça. Et de nos jours, on ne retient plus que le côté femme frivole, fêtarde. C'est un peu la reine des figurines en plastique, des boutiques de souvenirs au château de Versailles, alors que sa vraie personnalité et son existence ont été beaucoup plus complexes. Merci beaucoup, Charles-Éloi Vial, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Marie-Antoinette, l'Autrichienne à Versailles. Je rappelle que la passionnante biographie que vous lui avez consacrée est parue aux éditions Perrin. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.